Après avoir terminé sous de bons auspices la saison précédente, Ligier et Laffite s'engagent en 1980 en tentant de transformer l'essai. L'appui financier de la Seita, sponsor principal de l'équipe sous le nom Gitane, est désormais conséquent et permet ainsi de développer au mieux la voiture. Mais la concurrence est rude et Laffite le sait. En fin de saison dernière, la Williams était devenue la monoplace à battre et 1980 va le confirmer. De plus, Laffite doit compter avec un adversaire redoutable en la personne de Didier Pironi, son nouveau coéquipier qui est très performant. Ainsi, au bout de 5 courses, alors qu'il découvre l'équipe, Pironi va marquer 17 points avec une victoire, alors que Laffite, lui, ne totalisera que 6 points. La pression monte, même s'il n'est pas à blâmer dans cette situation, puisque la fiabilité de sa voiture reste hasardeuse. En moitié de saison, il rectifiera le tir en signant 4 podiums, dont une victoire en 6 courses. C'est en Allemagne qu'il remportera son Grand Prix. Laffite, toujours très respectueux et élégant, dédiera d'ailleurs son succès à son ancien coéquipier De Pailler, décédé tragiquement sur ce tracé peu de temps avant l'épreuve lors d'une séance d'essai. Il dira aussi plus tard que c'était peut-être le seul Grand Prix qu'il ne voulait pas remporter. En tout cas, en dépit de ses résultats en hausse, Laffite ne peut à nouveau pas prétendre au titre, le retard accumulé en début de saison y étant pour beaucoup. Il a de plus été quelque peu malmené par son coéquipier Didier Pironi. Ce dernier étant en partance pour Ferrari, Laffite fera équipe avec son beau-frère Jean-Pierre Jabouille pour 1981. Au classement, il finit 4e du championnat, position qu'il avait déjà occupée en 1979. Pour 1981, Ligier et Laffite souhaitent à tout prix chercher le titre. Les finances restent au beau fixe, l'équipe évoluant désormais sous le nom de Talbot Ligier après avoir reçu le soutien financier de la marque française. L'équipe se part à nouveau d'un V12 Matra atmosphérique. Matra a pour projet de fournir à moyen terme l'équipe d'un moteur turbo qui semble devenir une technologie de plus en plus aboutie et performante. Le début de saison va calmer nettement les ardeurs de Laffite. L'équipe se perd en début de saison dans ses innovations. La suspension à double ressort ne fonctionne pas et les résultats sont plutôt désastreux. Pas de points marqués sur les 3 premières manches, de quoi revoir les ambitions à la baisse. De plus, Laffite ne peut pas compter sur le soutien de ses équipiers. Jarier suppléant Jabouille, pas encore remis d'une grave blessure contractée en fin de saison dernière, puis se fera remercier par la suite. À son retour, Jabouille ne parvenant pas à retrouver son niveau habituel, il se montrera très en retrait par rapport à Laffite. À la suite de cela, le Français et son équipe travaillent dur et la performance se débloque peu à peu chez les Bleus. Laffite signe 3 podiums consécutifs à Zolder en Belgique, à Monaco et Jarama en Espagne. Parti en pôle sur ce dernier, il rate la victoire suite à un départ manqué qui l'handicapera tout au long de la course, le maintenant bloqué derrière la Ferrari de Villeneuve. Mais qu'importe, chez Ligier on retrouve le sourire et cela permet à Jacques de nourrir à nouveau des espoirs. Il enchaînera sur 3 podiums à Silverstone, Hockenheim et surtout à Zandvoort où il s'impose pour la première fois de la saison. Ses performances le maintiennent dans la course au titre où tout reste possible. Après 2 courses sans, il s'impose magistralement à Montréal sous la pluie et peut entrevoir encore une chance de titre lors de la dernière épreuve qui se tiendra pour la première fois à Las Vegas. Sur le parking du mythique circuit du César Palace, Jacques ne parvient pas à régler sa voiture comme il faut et il restera assez loin, coupant court ses espoirs de titre. Il termine à nouveau 4e avec 44 points au championnat, à seulement 6 points du champion du monde, Nelson Piquet. Pour 1982, rien ne va se passer comme il faut. PSA, propriétaire de Talbot, refuse la création d'un moteur turbo. Laffite et Ligier comptaient pourtant dessus, tant il est vrai que cette technologie semble se profiler comme étant le gage de réussite pour le titre. En plus de cela, l'équipe se présente avec les voitures de 1981 à peine modifiées. Le début de saison est donc catastrophique. La voiture, en plus d'être lente, n'est pas très fiable. Jacques se fait qui plus est dominé par son jeune coéquipier et espoir américain Eddie Cheever. Le pilote natif de Phoenix accroche malgré tout en début de saison 2 podiums, un en Belgique à Zolder et un à Détroit pour le Grand Prix des États-Unis Est. Laffite devra lui attendre la 7e manche sur ce même tracé de Détroit pour aller grappiller une maigre unité. Le Français semble démotivé, la voiture ne fonctionne pas, n'est pas fiable, le nouveau modèle tarde à arriver et il est mis sous l'été noir de son voisin de garage. Il parviendra à sauver sa saison du désastre en signant un salvateur podium en Autriche, à Zandvoort, mais le bilan de l'année reste calamiteux.
5 points marqués, une 17e place au classement qui signe pour Laffite une envie de renouveau. Il quitte l'équipe de Guy Ligier après y être resté près de 7 ans, avec au total pour lui 6 victoires, de nombreux podiums et espérer des chances de titre. En 1983, Laffite signe avec son ancien patron, Sir Frank Williams. Il devient l'équipier du champion du monde 82, Keke Rosberg. Entre-temps, depuis son passage précédent, l'équipe Williams est devenue une équipe de pointe et le Français peut espérer entrevoir de bons résultats. Seule ombre au tableau, la voiture reste propulsée par un moteur atmosphérique qui semble désormais bien faiblard par rapport aux concurrents turbo. Le début de saison de Laffite sera plutôt correct. Il fera preuve de régularité en marquant des points lors des 4 premières manches de la saison, sans pour autant signer de podium. À Monaco, il aurait pu y prétendre avant qu'un problème de boîte de vitesse lui en empêche. Il est malgré tout dominé par Rosberg, sans que cela soit critique. Malheureusement, dans la deuxième moitié de saison, la situation se complique. Les circuits rapides s'enchaînant, sa voiture atmosphérique l'empêche de briller. Il est de plus de moins en moins à l'aise face à Rosberg. Il devra même essuyer l'affront de 2 non-qualifications, à Monza en Italie et à Brandzach pour le Grand Prix d'Europe, au point d'agacer son employeur. Laffite termine sa saison 83 avec une 11e place et 11 points marqués, loin des 27 de son équipier finlandais. La cote du Français baisse sensiblement et son image s'écorne. Laffite semble avoir un petit peu perdu de sa superbe et le panache entrevu chez Ligier au cours de ses belles années se ternit. 1984 ne va rien arranger, bien au contraire. Pour cette nouvelle année, Laffite est reconduit chez Williams et l'équipe de Didcot se mue du moteur turbo Honda. Ce qui pourrait passer pour une bonne nouvelle sera pour le Français un cadeau empoisonné. Tout au long de la saison, Jaco, comme on le surnomme, aura bien du mal à s'acclimater au moteur japonais, encore à ses débuts et donc mal dégrossi. Le moteur est puissant, mais manque incroyablement de souplesse. La saison de Laffite sera un calvaire. Il marque en tout et pour tout 5 points, acquis à Détroit et à Dallas, grâce à des courses hécatombes. Si Rosberg parvient à sauver parfois les meubles, avec notamment un podium à Jacarepagua à Rio et une victoire aux États-Unis à Dallas, justement, le Français semble perdu et navigue dans le ventre mou du peloton et sera loin de son coéquipier durant toute l'année, de manière encore plus accentuée qu'en 83. Pour justifier ses performances, Jacques révélera une différence de traitement opérée par Williams à son désavantage. Un brin démotivé, il reste cependant confiant quant à ses capacités et malgré ses 41 ans, souhaite être au départ pour 1985. Malgré une cote au plus bas, Laffite peut compter sur des soutiens de taille et le Français effectue son grand retour chez Ligier. Le directeur d'équipe n'ayant rien oublié des performances réalisées par le passé par son poulain. Laffite peut en plus compter sur le bon moteur Renault, dégoté par l'équipe 1 an auparavant. Après un début de saison poussif, il se met rapidement dans le rythme. 6e au Brésil et à Monaco, il accroche coup sur coup 2 podiums en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le Français redore ainsi son blason. Il parvient grâce à sa science de la course à prendre le meilleur sur 2 Césaris, son coéquipier réputé rapide. En fin de saison, il termine en beauté et finit 2e en Australie, juste devant son coéquipier Strafe, remplaçant de Césaris. Pour l'anecdote, cette course a bien failli se terminer en cauchemar, Laffite et Strafe s'accrochant à quelques encablures de l'arrivée. Au final, cette saison sera très positive pour Laffite. En finissant 9e avec 16 points, il redonne à Ligier ses lettres de noblesse, un peu ternies par des années infructueuses, et apporte un second souffle à sa carrière. Il est évidemment reconduit en 1986. Âgé de bientôt 43 ans, le vétéran du peloton fait équipe avec René Arnoux, revenu dans la discipline reine. Et le début de saison est tonitruant. Dès la première manche de la saison, Jaco termine sur le podium. Au volant de la très réussie JS27, Laffite effectue de très belles courses. Il termine 6e à Monaco, puis 5e à Spa-Francorchamps. À Détroit, parti 6e, le Français termine 2e et réalise son second podium de la saison. Il parviendra aussi à mener cette course un temps, pendant près d'une dizaine de tours. Au Grand Prix suivant, en France, il finit 6e derrière Arnoux et inscrit à nouveau des points. Le moral est donc au beau fixe, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne 1986. À Brandzach, Laffite est très suivi et pour cause. Le Français est sur le point de battre Graham Hill au nombre de départs pris par un pilote en Formule 1.
Les photographes et les journalistes le courtisent, mais Laffite n'est pas dans son assiette. Ses essais se passent très mal, il ne parvient pas à régler sa voiture et s'élance très loin pour la course du dimanche, seulement 19e sur la grille de départ. Pris dans le peloton, Laffite voit devant lui plusieurs voitures se percuter. Boutsen percute les glissières après un contact avec Palmer. Johansson se précipite à droite pour éviter celle de Boutsen. Il entraîne avec lui Laffite qui ne peut éviter le rail. Le Français percute de plein fouet la glissière et le museau de sa Ligier est enfoncé dans celle-ci. Gravement touché aux jambes, le Français ne peut plus bouger et reste bloqué dans sa voiture pendant près de 30 minutes. Le bilan est sévère et il souffre de multiples fractures. Le Français ne le sait pas encore, mais ce Grand Prix marquera la fin de sa carrière en Formule 1. Bien que tentant en vain, grâce à la rééducation, de revenir en 1987, force est de constater qu'à 43 ans, il est plus sage pour Jacko de raccrocher les gants dans la discipline reine. Cela dit, on retrouvera par la suite le Français dans de nombreuses disciplines. Il prend part au championnat allemand de tourisme, le DTM, au début des années 90 et sera présent par la suite aussi en Coupe Porsche. Laffite sera présent également lors de la compétition des Grands Prix Master en 2005. En parallèle, Laffite se reconvertit aussi en tant que consultant. Chez Ligier en premier lieu, écurie de son cœur, il sera d'ailleurs sur le muret des stands lors de la dernière victoire de l'équipe en 1996 avec Olivier Panis. De 1997 à 2012, il commente la Formule 1 aux côtés de Jean-Louis Moncey, Pierre Van Vliet, puis Christophe Malbranck et sera présent aussi sur Eurosport. Jacques Laffite aura donc eu une carrière bien remplie et restera dans les mémoires. Laffite restera lié à Ligier, associé à son numéro fétiche, le numéro 26, et aura marqué la Formule 1 de son empreinte à coup sûr, avec près de 6 succès et 32 podiums. Et bien voilà, mon premier numéro hors série est d'ores et déjà terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de me faire part de vos avis en commentaire. Évidemment n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez aimé ce contenu et que vous en voulez davantage. Et d'ici là, à très vite sur ma chaîne, à bientôt.